toute l'économie africaine et internationale chaque jour sur Business 24. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver à cet autre numéro de Business Matin sur Business 24 Africa. 3 articulations composeront cette émission. La première nous permettra de faire connaissance avec un grand nom du monde d'Internet et des réseaux sociaux. J'ai nommé Mark Zuckerberg. Dans la seconde partie, nous parlerons économie numérique et nous allons nous intéresser à la question du webmastering. Et pour terminer, nous allons nous intéresser à une question d'ordre éducatif puisque c'est la rentrée scolaire et nous allons parler d'andragogie. Eh bien, si ce programme vous sied et c'est sûr que c'est le cas, je vous invite à bien vouloir rester avec nous. On se retrouve tout juste après ce qui suit. Dans la première partie de cette émission, comme je l'ai annoncé à l'entame de l'émission, nous allons parler d'un grand nom du monde d'Internet. Il est chef d'entreprise, c'est un chef d'entreprise à succès, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est d'ailleurs le président directeur général du réseau social Facebook. Et bien sûr, j'ai nommé Mark Zuckerberg. On regarde cet élément, on se retrouve tout juste après pour la suite de l'émission. Né le 4 mai 1984 à New York dans une famille juive américaine, Mark Elliott Zuckerberg écrit déjà au collège des programmes informatiques. Son professeur particulier, David Newman, le trouve prodigieux. C'est à l'université qu'il lance le 4 février 2004, en collaboration avec ses amis, la première version de Facebook. Daltonien, la couleur bleue est celle qu'il perçoit le mieux. Il l'a choisi donc pour représenter son site. Le succès est au rendez-vous auprès des autres étudiants de l'université, puis s'étend au reste du monde. À 23 ans, Mark Zuckerberg détenait le titre de plus jeune milliardaire de la planète. Il est aujourd'hui, à 32 ans, la 6e fortune mondiale avec 50,7 milliards de dollars. Mark Zuckerberg témoigne d'une grande charité en versant 999,2 millions de dollars à la fondation Silicon Valley Community. Le 1er de 2015, il annonce dans une lettre à sa fille le don de 99% de ses actions à des œuvres caritatives à travers la création d'une fondation, la Chan Zuckerberg Initiative. Le 21 septembre 2016, Mark Zuckerberg et son épouse Priscilla Chan promettent 3 milliards de dollars pour guérir, prévenir et gérer toutes les maladies durant la vie de leurs enfants. Cette somme servira à financer la recherche et se focaliser notamment sur de grands projets scientifiques. Dans la même veine d'Internet, nous allons dans la rubrique économie numérique nous intéresser au webmastering. Et pour ce faire, nous avons sur ce plateau notre consultant en économie numérique. Il est explorateur de l'innovation dans le domaine d'éthique. Il se nomme Cyriaque Bougou. Bonjour. Bonjour Colette. Comment allez-vous? Très bien. C'est un plaisir de vous avoir depuis tout ce temps. Eh bien, comme je l'ai dit, on parle de webmastering. Qu'est-ce que c'est que le webmastering? D'accord, le webmastering, c'est si vous voulez, la discipline qui permet de travailler sur un site web, donc de sa conception, donc de l'idée même en ce qui concerne la conception de ce site-là jusqu'à sa finalisation et même sa sécurisation en quelque sorte. D'accord, alors c'est trop technique tout ça. Est-ce qu'on peut l'avoir en des mots très simples pour tout le monde? D'accord, donc pour faire plus simple, c'est une personne qui s'occupe d'un site web. Donc nous savons tous ce que c'est qu'un site web aujourd'hui, mais le site web, lorsqu'on le voit, nous c'est à la finalisation, mais cette personne s'occupe même de si vous voulez, de l'idée, de la conception même de ce site jusqu'à la finalisation de ce site pour qu'elle soit accessible à un utilisateur lambda.
Alors, quand on parle de webmastering, on entend aussi web design. C'est quoi le web design? Le web design est une discipline dans toute cette, si vous voulez, dans tout ce qui est webmastering, de cette personne-là même qui s'occupe de tout ce qui est design du site. Donc, si vous voulez, l'identité visuelle, la beauté même de ce site, comment tout est disposé un peu sur ce site, c'est en quelque sorte ces designers-là, donc cette personne qui est en charge de tout cela au fait. D'accord. Est-ce que vous pourrez nous renseigner un petit peu sur l'historique du web design? Le web design, disons, a vu naître avec tout ce qui est discipline de web mastering, donc à la naissance même de tout ce qui est Internet aujourd'hui, du web, donc qui a été découvert par Sir Tim Berners-Lee. Donc, lorsqu'il a découvert ça, il y a un protocole. Donc, généralement, on utilisait un protocole pour aller sur Internet, donc pour pouvoir faire les adressages et autres. Donc, c'est à partir de ce moment-là, donc que tout ce qui est webmastering, web design ont vu aussi, en quelque sorte, leur naissance. Mais plus au départ, c'était plus le webmaster, donc webmaster en français, qui était le plus connu. Mais aujourd'hui, on voit que dans cette fonction même de webmastering, il y a des personnes aujourd'hui qui sont uniquement spécialisés en design de site web. Donc eux, ils ne font autre chose que designer ce site. Donc le dessiner, voir quelle couleur va avec peut-être ce site, quel point serait le plus visible par un utilisateur s'il est positionné par-ci ou par-là. Donc c'est eux qui s'occupent de ça au fait. Justement, vous m'avez donné l'envie d'aborder une autre question, celle qui se rapporte donc aux sous-disciplines contenues dans la grande discipline du webmastering. Si on a parlé de web design, il y a aussi d'autres disciplines qui entrent en ligne de compte. Oui, vous savez, la conception d'un site web part d'abord de l'idée. Qu'est-ce que je veux faire de ce site? Qu'est-ce que je veux mettre à l'intérieur de ce site? Donc, pour en quelque sorte illustrer un peu cette grosse machine, donc je prendrais par exemple l'exemple d'un orchestre. Donc, dans l'orchestre, on a la personne même qui dirige l'orchestre, donc le chef d'orchestre. Donc, ici, notre chef d'orchestre serait par exemple le webmaster, donc le webmaster. Et à l'intérieur, il y a d'autres personnes qui jouent à différents instruments. Donc ça peut être le développeur du site, ça peut être la personne qui va référencer le site, donc le référenceur, ça peut être la personne qui va administrer le site, donc l'administrateur réseau, ça peut être la personne même qui va gérer tout ce qui est communauté. Aujourd'hui on parle de community management et autres, tout ça. Et après il y a la personne qui va designer le site, donc le web designer. Donc le webmaster coiffe toute cette équipe-là, dirige toute cette équipe-là pour que le site web soit vraiment attractif et pour que les personnes qui viennent sur ces sites-là puissent rester, parce que c'est ce qui fait aussi que un site est le plus visité ou bien a plus de succès que d'autres. Très bien. Nous allons à présent entrer dans la phase pratique de cet exercice de webmastering. Quelles sont les étapes de la création d'un site web? Les étapes de la création d'un site web sont, comme je l'ai dit, partent d'abord de ce client ou bien de l'entreprise ou bien de l'entité qui voudrait créer un site web. Pourquoi il le crée? Donc ça c'est vraiment très important. Qu'est-ce que je mets dans le site? Quelles sont ces différentes rubriques que je peux mettre dans le site? Donc tout ça va d'abord par ce que nous appelons dans le jargon un cahier des charges. Donc dans ce cahier des charges, on met tout ce qui nous vient à l'idée. Et après maintenant, les tâches sont reparties en fonction des différentes parties. Donc des différentes personnes que j'ai citées tout à l'heure. Donc que ce soit celui qui va développer le site, quel langage il va utiliser par rapport au développement du site. Après, une fois que le site est lancé, comment on le référence sur Internet pour que il puisse être en haut dans les moteurs de recherche. Après, il y a la sécurisation. Aujourd'hui, nous sommes dans un domaine où il y a beaucoup de piratage, donc il faudra que le site soit piraté, soit vraiment sécurisé pour ne pas que les pirates rentrent à l'intérieur du site. Supposons que c'est un site d'e-commerce ou bien un site pour une institution bancaire. Vous êtes d'accord avec moi que si des pirates s'introduisent dans ce site-là, ils peuvent faire assez de dégâts. Donc il faudra une personne, donc il faudra une personne qui puisse sécuriser sur tout ce site-là. Après, il faudra une personne qui puisse administrer pour savoir est-ce que les utilisateurs, et là le web design joue vraiment un gros rôle parce qu'il se met un peu dans la peau de l'utilisateur lambda. Si l'utilisateur lambda vient sur le site, comment il voit le site? Est-ce qu'il le voit attractif? Est-ce que c'est plus facile pour lui de voir tel ou tel bouton? Pensez à ceux qui ont mal aux yeux. Donc tout ça, faut vraiment rentrer dans la tête. En fait. Voilà, faut rentrer vraiment dans la tête de l'utilisateur, le dernier, celui-là même qui va utiliser ce site-là. C'est pour ça après la conception du site, on l'envoie souvent à des bêta-testeurs, donc des personnes qui avant le lancement même du site vont essayer de
tester. Généralement, on prend tout le monde pour tester, pas forcément des techniciens. On peut prendre ma grand-mère au village pour dire quand tu vois ce site, comment tu le comprends. Oui, on peut prendre un étudiant qui n'a rien à voir avec la discipline dans laquelle on développe le site pour lui demander comment il comprend. Si cette personne-là, vous avez à lui faire aimer votre site, c'est que tout le monde pourra aimer votre site. Très bien. Alors, dans ce vaste, domaine, dans cette vaste discipline, avec tout ce grand boulot à abattre, est-ce qu'il y a des filières de formation en webmastering? Est-ce que vous en connaissez? Est-ce qu'on peut s'improviser webmaster? Webmaster déjà dans le temps c'était plus des informaticiens qui le faisaient. Mais aujourd'hui avec la vulgarisation d'internet, je pourrais conseiller à ceux qui nous regardent de vraiment faire de l'auto-formation. Aujourd'hui c'est possible, il y a des tutoriels qu'on peut trouver sur internet, donc pour faire une auto-formation c'est possible, mais je conseille aussi à des personnes qui veulent vraiment se spécialiser d'aller dans des établissements qui forment en la matière, des telles sortes qu'ils aient un diplôme pour entrer peut-être dans des entreprises qui se veulent plus sérieuses, vont demander peut-être une qualification dans ces domaines. Mais pour peut-être des étudiants ou bien des personnes qui s'intéressent, la meilleure manière de faire valoir qu'on connaît bon en matière, c'est de tester, c'est d'essayer, c'est de le faire. Et une fois que vous l'avez fait, c'est de la mettre en ligne. Une fois que c'est en ligne, si quelqu'un vous demande quels sont vos acquis, vous pouvez lui dire tapez telle adresse, ce site que vous allez voir, c'est moi qui l'ai fait, et ça parle à votre place, et ça c'est ce qu'on dit dans notre jargon, le proof of concept, donc le POC. Donc faut prouver par le concept ce que tu sais faire. Et aujourd'hui il y a certaines formations qui demandent des diplômes, par contre il y a d'autres qui demandent la qualification de est-ce que tu sais faire quelque chose. Très et bien. Je pense que c'est en cela que ça, démontrer, voilà, donc c'est en cela que démontrer, montrer ce qu'on a pu réaliser est vraiment important. Et aujourd'hui, j'encourage nos jeunes frères, presque tous ceux qui veulent se lancer, c'est possible. Moi, je dis toujours un conseil, c'est si je me donne une semaine pour apprendre à coder et que je ne fais que ça, à la fin de la semaine, d'ici la fin de la semaine, j'aurai quand même certaines notions qui vont me permettre de coder ou bien de développer un site web. Donc, c'est possible. C'est pas vraiment quelque chose qui est réservé à une certaine élite. Aujourd'hui, tout le monde peut s'improviser webmaster, mais avec des modules assez intéressants qu'on trouve sur Internet. Aujourd'hui, il y a des cours massifs en ligne. Donc, on peut s'inscrire sur des moves vous dites tout le monde peut s'improviser webmaster, mais il faut quand même avoir des prédispositions. J'imagine que celui qui a fait donc une filière littéraire ou une série littéraire ne sera pas disposé à faire webmastering. Je connais quelqu'un qui a fait une filière je le dirais commerciale, donc qui s'appelle Franck Baillet et qui aujourd'hui, je salue au passage. Pourquoi je prends son exemple? Parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, je croyais qu'il était informaticien. Parce que quand j'ai vu la qualité de ses sites web, quand j'ai vu ce qu'il développe pour certaines institutions même internationales, et je lui ai demandé la première question. Joe, c'est comment? Tu as fait une filière informatique? Il dit non, j'ai fait une filière commerciale ici dans une école ivoirienne, mais aujourd'hui c'est une spécialité parce que je me suis beaucoup documenté. Et l'un des conseils qu'il donne généralement, c'est de se documenter en anglais. La majorité des bons cours sont en anglais, donc on encourage à ceux qui veulent vraiment se lancer dans le web design et autres de s'y pencher. Et aujourd'hui c'est l'un des meilleurs de sa génération. Donc voyez un peu l'exemple pour juste dire que tout le monde peut le faire si on y met de la passion, si on y met de la volonté. Donc il y a de l'espoir pour moi. Donc je vais m'y mettre, ne vous inquiétez pas. Et on verra peut-être d'ici là le premier site web de Colette Etienne. Oui, je dirais amen parce que je garde la foi. Je suis même pas convaincue comme vous. De toute façon, bon, on verra. Alors c'est ici qu'on va se dire au revoir. Est-ce que j'ai le droit de vous donner la parole pour un dernier mot? Parce que vous avez conclu plus ou moins par un conseil. Mais je vais quand même vous donner la parole pour que vous donniez encore d'autres conseils à l'endroit de tous ceux qui aimeraient aborder donc cette discipline. D'accord. Donc tout à l'heure, quand je parlais du cahier des charges, et ça, j'aimerais vraiment insister là-dessus, il faudrait que la finalité soit l'utilisation de votre ordinateur pour développer votre site web. La première des choses, c'est d'avoir un stylo, une feuille, et de designer le site sur cette feuille-là. Ce que les anglophones diraient avoir un framework. Donc, c'est dessiner véritablement le site comme je le pense, rubrique par rubrique. Par exemple, si je prends la première page, je mets site web business 24. Quand je clique dessus, donc je me dis que je suis en train de cliquer sur la première feuille. Donc, je passe à la première feuille, je passe sur la seconde feuille. Qu'est-ce que je vois sur la seconde feuille? Donc, chaque onglet est matérialisé. Une fois que je
touche sur l'onglet accueil. Qu'est-ce que l'onglet accueil va me ramener? Donc ça fait une feuille accueil que je vais créer. Et une fois que j'ai toute cette visualisation de mon site web sur papier, je peux maintenant m'intéresser sur quel langage je voudrais développer mon site. Et une fois là, ça coule comme des roulettes et on a un site qui est beau à voir, qui est vraiment utilisé, qui est vraiment prêt à l'utilisation et visité par tout le monde. Parce que on aurait fait le plus gros travail, c'est de dessiner son site à la main. Très bien, merci beaucoup à vous, Monsieur Cyril Bougou. Merci pour ces précieux conseils que vous nous avez donnés. C'est sûr que je serai la première à les appliquer. Je vais vous faire le compte rendu. Oui, vous devez le croire parce que c'est ce qui va se passer. Merci encore à vous. Eh bien, je rappelle que vous êtes donc explorateur de l'innovation dans le domaine d'éthique. Je sais que vous êtes tellement modeste que vous n'aimez pas que je donne ce titre, mais bon, c'est le vôtre quand même. Je vais quand même le dire. Merci encore d'être passé. Et puis, on va se retrouver très vite sur ce plateau. Merci. Merci encore à vous. L'émission se poursuit juste après ceci. Dans la troisième et dernière partie de cette émission, nous allons nous intéresser à un thème d'ordre éducatif puisque c'est la période de la rentrée scolaire. Nous allons donc parler d'andragogie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau une dame et une non des moindres. C'est la présidente des centres d'alphabétisation de la commune de Cocody 6 à Abidjan. Elle se nomme Madame Quadio Joséphine. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va bien. Et chez vous? Je vais très bien, merci pour la question. Alors, comme je l'ai dit, nous parlons d'andragogie. Qu'est-ce que l'andragogie? Voici un terme quand même qui n'est pas commun et on aimerait savoir ce que c'est. Merci beaucoup. C'est l'équipe de 4. Je vous en prie. De m'avoir reçu pour parler de l'andragogie. C'est à vous le remerciement. L'andragogie est connue l'andragogie est connue tout le système des gens. L'andragogie est L'andragogie, c'est l'assistance aux adultes. D'accord. Très bien. Vous avez parlé de pédagogie et d'andragogie. Justement, on aimerait savoir quelle distinction vous faites entre pédagogie et andragogie. C'est quoi la distinction fondamentale à faire entre ces deux termes? La différence est qu'en pédagogie, l'instituteur évalue l'élève. En andragogie, l'élève s'auto-évalue. D'accord. Si je vais prendre un exemple, si je suis votre institutrice, c'est moi qui décide que vous allez en classe supérieure. En andragogie, c'est vous qui me dites, madame, je pense que ce que je suis venu faire, ça va, je peux retourner à mon petit commerce. D'accord, donc quand on parle d'évaluation, il ne s'agit pas de notes qu'on se donne à soi-même, mais il s'agit plutôt d'évaluer si la période d'apprentissage est suffisante ou pas. Oui, sinon en andragogie, on fait l'évaluation aussi. Nous avons 3 évaluations, c'est-à-dire chaque 3 mois, on évalue nos apprenants. D'accord, alors, quels sont les principes de cette grande discipline qu'est l'andragogie? Les principes, il n'y a pas beaucoup. Il faut d'abord apprendre l'andragogie. C'est-à-dire qu'il faut faire une formation en andragogie. Moi, j'ai eu la chance d'être formé par notre direction. D'accord. Ok, très bien. Alors, quelle tranche d'âge est concernée par l'andragogie? À partir de quel âge on pourrait dire que cet apprenant, puisque c'est le terme à utiliser, est donc admissible à un centre d'alphabétisation et est dans le domaine de l'andragogie, est considéré comme étant apprenant dans le domaine de l'andragogie? Nous avons parlé tout à l'heure d'adultes. Si on peut mieux s'exprimer comme ça, parce que l'adulte, au plan biologique, c'est celui qui a fini de grandir. Au plan institutionnel, c'est celui légal qui peut voter. Sinon, avec la crise que nous avons connue, on a reçu des enfants de 15 ans, de 10 ans dans les centres d'alphabétisation. Et au-delà, 50 ans, 60 ans, on peut venir apprendre. Parce qu'il y a une dame, par exemple, qui voulait lire la Bible. Elle faisait lire la Bible à ses petits-enfants. Mais à un moment donné, comme ils sont fatigués, ils ne voulaient plus. Elle savait qu'il racontait des histoires. Elle est venue s'inscrire pour qu'elle puisse savoir lire et écrire et puis lire sa Bible. Très bien. Donc il n'y a pas d'âge. Puisqu'il n'y a pas d'âge pour faire une formation. On peut être travailleur
et puis faire une formation continue. Donc il n'y a pas d'âge aussi pour l'andragogie. Très bien. Alors, qui sont les personnes aptes à enseigner dans les centres d'alphabétisation? Oui. Merci. Aujourd'hui, c'est pour ça que nous sommes organisés. Oui. Je visite les centres dès le début de la rentrée. Comme vous avez dit tantôt, c'est la rentrée. Oui. En pédagogie, c'est la rentrée. En andragogie aussi, c'est la rentrée. Effectivement. Donc, il faudrait que ces personnes-là aient un minimum de niveau. Comme je l'ai dit, 3e ou plus. Mais on reçoit souvent des étudiants qui viennent, ce n'est pas un passe-temps, mais le savoir, c'est un plaisir de donner ce que tu as à partager avec tes frères. Donc, il faudrait que tous les centres d'alphabétisation puissent prendre des personnes au moins qui ont un niveau pour pouvoir enseigner l'andragogie. D'accord. Et ces enseignants sont-ils bénévoles ou pas? Bon, en principe, je peux dire qu'ils sont bénévoles. C'est du bénévolat. Ce n'est pas un salaire. D'accord. On leur donne quelque chose, juste payer leur transport. Voilà. D'accord, donc c'est vraiment un don de soi. Voilà. Il faut aimer la chose. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà, il faut aimer la chose. Très bien, je pense qu'en quelques mots, nous avons fait le tour de la question. En tout cas, l'aspect que nous voulions aborder à cette émission. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, lancer un appel à l'endroit de la population, à toutes ces personnes qui aimeraient justement intégrer des centres d'alphabétisation? Merci beaucoup. Effectivement, les gens ne visitent pas les centres d'alphabétisation. Et même, je pourrais dire que même les médias n'en parlent pas. Mais c'est ce que nous essayons de faire en tout cas cette émission. Voilà, donc c'est beaucoup plaisir. Je vous en prie, c'est un grand pas que nous avons fait. Si ce n'est que, je sais qu'il y aura la journée internationale de l'alphabétisation, il faudrait que ces personnes aillent dans les centres. Parce qu'aujourd'hui, nous partons à l'émergence. Tu ne peux pas aller pour que quelqu'un d'autre puisse parler à ta place. Aujourd'hui, c'est ça qui fait que vous savez qu'un analphabète véhicule vite une nouvelle, mais une fausse nouvelle. Oui. Donc, je voudrais que ces personnes aillent dans les centres d'alphabétisation, aller s'instruire. On a déjà l'intelligence. Ils n'ont qu'à aller s'inscrire, avoir un minimum de niveau et de savoir. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Merci d'avoir justement partagé votre savoir avec nous au sujet de l'andragogie. Voici un thème qui était en tout cas pour moi nouveau. Merci encore à vous d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes Madame Kouadio Joséphine et vous êtes la présidente des centres d'alphabétisation de la commune de Cocody à Abidjan. Merci encore d'avoir levé un pan de voile sur l'andragogie qui est un thème peu connu, je le dis, parce que j'en sais quelque chose. C'est vrai que je connaissais, mais bon, avec vous, on en sait plus. Merci encore à vous. Je vous remercie. Je vous en prie. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci. Eh bien, vous avez vous aussi la possibilité de faire partie intégrante de cette émission en nous rejoignant sur ce plateau pour faire la promotion de vos entreprises, de vos activités, de vos événements socioculturels. Alors, n'hésitez pas à nous joindre aux différents numéros que vous voyez s'afficher au bas de vos petits écrans. Une fois de plus, merci. Et on se dit à très vite sur les antennes de Business 24 Africa. Au revoir.